Bonjour sur cette nouvelle vidéo, comment allez-vous? Je dis tout à la fois sur mes intros, je sais pas quoi dire, du coup je dis tout. Je suis tombée sur ce livre qui s'appelle Scénario Catastrophe, manuel de survie. Et du coup j'ai regardé, je me suis dit attends, qu'est-ce que c'est que ça? Et je suis tombée amoureuse du bouquin parce que en gros c'est un livre pour les gens full parano comme moi, comme peut-être vous si vous avez cliqué sur cette vidéo. Vous savez genre ce genre de situation, genre comment arrêter une voiture sans frein, comment sauter d'un train en marche, comment s'orienter dans un champ, comment machin. Dans un champ, attends, non, dans un champ de mine, parce que s'orienter dans un champ tout le monde s'en tape. Du coup il y a plein de situations, genre il y a une centaine de situations comme ça où il vous explique, c'est pas en mode si tu fais ça tu vas survivre, mais c'est en mode si tu fais ça tu as un petit peu plus de chances de survivre. Et étant quelqu'un d'extrêmement parano, dans les avions, dans les trains, j'ai toujours peur qu'il y ait une prise d'otage, j'ai toujours peur de me perdre dans la jungle, de me réveiller, de pas savoir où je suis et tout. Je me suis dit mais attends mais c'est incroyable. Comme moi-même je ne sais absolument pas comment survivre dans ce genre de scénario et que j'ai le livre sous les mains, je propose de choisir quelques extraits et de vous les lire parce que comme ça si jamais vous êtes confronté à ces situations-là, vous saurez potentiellement quoi faire et moi aussi par la même occasion parce que du coup j'ai pas encore lu le bouquin. C'est peut-être un petit peu glauque comme sujet de vidéo maintenant que je réalise ça, mais c'est glauque mais dans le bon sens tu vois. Mieux vaut prévenir que guérir. N'est-ce pas une expression que nous avons tous appris quand on était petits? Alors attends, le premier ça s'appelle comment maîtriser un chameau emballé. Littéralement, je pense que ça pour le coup ça n'arrivera à personne. Ça n'arrivera à personne et ça c'est pas quelque chose, attends, on va prendre des trucs où si tu sais pas tu meurs. Allez, comment survivre à un crash aérien? Vas-y, on va faire ça, le premier. Comment survivre à un crash aérien? Évidemment, ce sera pas pour sûr qu'on arrivera à survivre, mais au moins si ça peut faciliter. Alors, déjà ils disent, si possible, prenez un vol direct. La plupart des accidents pendant les vols, c'est toujours toujours. La plupart, c'est au décollage ou à l'atterrissage. Une fois que l'avion a atteint son point culminant, en général, il se passe rien. Ensuite, surveillez le ciel. Le mauvais temps est impliqué dans bon nombre d'accidents aériens. Effectivement, s'il y a un ouragan, ne volez pas. Non mais ça c'est vraiment... Mais c'est le truc, c'est bête, mais c'est vrai. Si vraiment, moi je le sens pas, ça m'est arrivé une fois, et je le regrette absolument pas, parce que l'avion ne s'est absolument pas crash, mais ça m'est arrivé une fois où je devais prendre un vol, et il s'était vraiment, mais genre, il pleuvait, toute ma vie était en train de tomber, toutes les larmes de mon corps. C'était le genre de temps où ça pouvait être orageux, pouvait y avoir un éclair qui sortait de nulle part et tout, et genre, dans le doute, je le sentais pas, du coup j'ai pas pris l'avion, j'ai reporté, j'ai pris l'avion le lendemain. L'avion est arrivé sans aucun problème, mais mieux vaut prévenir que guérir. Après, s'il y a genre une goutte de pluie, évidemment, n'annulez pas votre vol, mais faites gaffe. Portez des vêtements longs en fibres naturelles. La chaleur radiante et les brûlures peuvent être évitées si vous placez une barrière entre la chaleur et vous. Évitez les fibres synthétiques. La plupart des tissus synthétiques qui ne sont pas spécifiquement traités contre le feu fondent à des températures relativement basses. Ces tissus auront en général tendance à rétrécir avant de fondre, et s'ils sont en contact avec la peau à ce moment-là, les brûlures seront d'autant plus sérieuses et difficiles à traiter. Yes, super. Il arrive en effet que les survivants d'un crash soient tués ou blessés après l'impact par un incendie et ses sous-produits comme la fumée. Ah, super. Donc déjà, si l'avion se crash et que tu survis, déjà t'es trop bien, mais après tu peux brûler, super. Choisissez une place côté travée dans la moitié arrière de la cabine. Attends, côté travée? Parce que moi, attends, je connais côté hublot et côté couloir. C'est quoi côté travée? Une travée dans le domaine de l'architecture est une ouverture. Oui, non mais merci. Du coup, du couloir. Ok, je ne sais pas ce que c'est, mais écoutez, dans le doute, il faut prendre une place qui est dans la moitié arrière de la cabine. C'est-à-dire, il vous faut un schéma, hein, regardez. Là, côté travée. Vous m'expliquerez ce que c'est travée, mais du coup, faut aller dans ce côté-là de l'avion. Parce que effectivement, ça, j'ai pas besoin de le lire pour le savoir, mais si l'avion se crache comme ça, plus t'es proche de l'impact, moins t'as de chance. Donc, vers l'arrière de l'avion, si vous le pouvez, côté travée, évidemment. Comptez les sièges qui vous séparent des issues au cas où de la fumée envahirait la cabine et vous empêcherait de les voir. Ça, c'est vrai dans beaucoup de situations. Savoir où est l'issue de secours, c'est bien. Savoir vraiment comment y aller, les yeux fermés au cas où il y aurait tellement de fumée que vous voyez rien, c'est mieux. Parce que genre, la fumée, vraiment, s'il y a vraiment beaucoup de fumée, vous voyez pas à 1 mètre. Et du coup, c'est bien de compter
les sièges, ouais c'est bien ça. Ensuite, se préparer au crash. Assurez-vous que votre ceinture est bien serrée. Ok. Penchez-vous en avant, un bras en travers des genoux. Je crois qu'ils vont nous apprendre la position de sécurité. Un bras en travers des genoux. Placez l'oreiller sur vos genoux et maintenez votre tête calée dessus avec votre bras libre. Donc en gros, attends, je peux pas vous montrer avec cette caméra là, mais en gros, là il y a le coussin. Vous avez une main sur vos genoux. Vous mettez votre tête sur le coussin. Vous voyez un peu ou pas? Ouais. Je filme ça alors que j'ai la fenêtre grande ouverte, mes voisins ils vont me prendre pour une tarée. Et ensuite ils disent, si l'avion est en feu, restez baissé. Et c'est là du coup que le fameux éclairage au sol qui indique les issues de secours est utile parce que du coup faut rester par terre et regarder les issues de secours. C'est tout ce qu'ils ont à dire sur un crash d'avion, qui est déjà pas mal. Il y a des trucs ultra intéressants, genre comment survivre à une émeute dans tout un pays et tout, comment regagner l'aéroport, mais c'est très long. Comment survivre à une prise d'otage. Oh, c'est super glauque, mais ça peut être super intéressant, ça. Oh, mais c'est super glauque. Comment s'échapper du coffre d'une voiture? C'est vachement glauque, j'espère vraiment que ça n'arrivera à personne, mais c'est le genre de truc où c'est pas mal d'avoir certaines informations. Donc si jamais vous vous retrouvez dans un coffre de voiture, s'il n'y a pas de cloison entre la banquette arrière et le coffre, essayez d'abaisser les sièges. Oui, il y a certaines voitures où c'est possible, faut avoir assez de force quand même pour arriver à abaisser les sièges. Premier truc à essayer. Si ça marche pas, cherchez le câble commandant l'ouverture du coffre sous le tapis de sol. Oui, parce que donc du coup, tous les coffres ont pas un faux plafond, du coup c'est un faux sol en fait. Il y a un tapis sur le sol et quand vous le relevez, en général en dessous il y a la roue de secours et il y a un peu de bordel et tout, mais il y a un faux fond en fait, comme un tiroir secret. Et là-dedans, il peut y avoir un câble. Parce qu'en général, il y a un moyen d'actionner l'ouverture du coffre depuis le siège avant du conducteur. Et du coup, ça fait tout un câble vers le coffre. Et du coup, en fait, ce câble-là, il vous le montre. Ce câble-là peut être trouvé, potentiellement. Et si vous arrivez à trouver le câble, peut-être que vous pouvez actionner... Si vous tirez sur le câble, ça peut actionner, du coup, l'ouverture du coffre. Ça peut être utile. Si ça marche pas, ou s'il n'y a pas de câble, en général, là où il y a la roue de secours, il y a une mini caisse à outils, des trucs de secours. Alors, si le mec qui vous a foutu dans le coffre... Putain, c'est horrible de dire ça. Mais si le mec qui vous a foutu dans le coffre est pas con, il va enlever les outils. Mais parfois les gens ne réfléchissent pas. Parfois les gens font... Parfois, je sais pas dans quelles circonstances on se retrouve dans un coffre, mais parfois c'est sûrement précipité. Et peut-être que du coup, il a laissé les outils. Et si jamais, il y a toujours genre un petit tournevis, un truc comme ça, et ça peut être utile soit pour briser une fenêtre, soit pour du coup essayer d'actionner l'ouverture du coffre. Ensuite, ils disent si ça marche pas, s'il n'y a pas d'outil du coup, il faut démonter le feu arrière, arracher les fils, puis pousser ou casser le phare. Ouais, du coup, le phare, vous savez ce que c'est un phare d'une voiture, vous savez quand même ce que c'est. Et effectivement, si vous arrivez, bah alors pour démonter le feu arrière, peut-être qu'en tapant dessus, peut-être que du coup il y a moins de résistance que les sièges arrière, mais du coup, en gros... C'est ça là, si vous arrivez à taper depuis l'intérieur et enlever ça, en fait, ce serait super glauque, mais du coup, vous arriverez à passer votre bras ou passer quelque chose et du coup faire des grands signes parce que si jamais la voiture est en mouvement, le mec derrière vous, s'il voit un bras dépasser et faire des signes depuis le coffre, t'inquiète que normalement il appelle la police. J'espère quand même, si vous êtes dans cette situation-là, s'il vous plaît, appelez la police. Et ouais, du coup, attirer l'attention sur vous, ça peut être pas mal. Et ils préviennent aussi que par temps chaud, la température à l'intérieur d'un coffre de voiture peut atteindre 60 degrés. Donc faut agir rapidement, mais dans le calme. Yes, super. Ok, ça c'est pour s'échapper d'un coffre de voiture. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment sortir d'un puits? En vrai, ça... Peut-être qu'il y a des gens qui l'ont vu dans des films, mais c'est bon, c'est bien de pouvoir réviser la technique. Enfin, réviser mentalement, parce que du coup, vous pouvez pas vraiment tomber dans un puits pour tester. Mais si jamais, par inadvertance, vous glissez et vous vous retrouvez dans un puits, mais ça peut être horrible. Ça peut être horrible. Il y a des scènes dans des séries où je me souviens où les gens tombent dans des trous. Et c'est super glauque parce que du coup... Ah, c'est super glauque comme mort. Bref, si vous êtes dans un puits, si jamais vous vous retrouvez dans un puits... Du coup, vous pouvez vous mettre en L. Je vais vous montrer le schéma parce que je vais jamais y arriver. Vous pouvez vous mettre en L, comme ça. Vous voyez le dos appuyé contre le puits et les pieds en face, du coup. Et en fait, il y a plusieurs étapes pour pouvoir sortir du puits. En fait, il faut d'abord être en L. Ensuite, il faut mettre les bras derrière. Faut faire du bodybuilding, hein. Faut être vraiment doué en général pour arriver à ce stade. Mais quand la mort vous guette, je pense que vous devenez tous des super-héros, j'espère. Du coup, vous mettez les mains derrière. Attendez, je vais le faire sur le canapé. En fait, vous êtes en L, ok?
comme ça. Enfin, pas vraiment comme ça, vous êtes plus comme ça. Et en fait, donc vous mettez les mains derrière vous comme ça, et vous les utilisez pour prendre de l'appui derrière, parce qu'en fait, vous faites pas comme ça, hein, vous faites vers comme ça. Vous mettez ensuite une jambe en dessous. Bon, c'est con, hein, parce que là, il n'y a pas de paroi. Ah bah non, mais je peux le faire contre le mur, je suis bête. Oh, mais la force qu'il faut avoir! Oh my god! Oh, j'espère que ça m'arrivera jamais. En fait, voilà, donc, vous faites ça, et en fait, en gardant un pied appuyé, donc normalement le pied est là, hein, vous gardez un pied là, et en fait, il faut qu'il y ait un de vos pieds. Ah, j'ai aucune force physique qui arrive là, comme ça, et en fait, bon, normalement, là, vous devez arriver. Oh my god, c'est. Oh ouais, va falloir s'entraîner, hein. Et là, en fait, vous devez faire une pression et remonter et mettre le pied là. Oh! Et du coup, c'est pour ça qu'il faut avoir quand même de la force dans la vie. Non, en vrai, moi, je suis quelqu'un qui suis pas très fan de la musculation et tout, et le fait d'être musclé. Mais plus je grandis, plus je me rends compte que être en forme physique, c'est pas seulement avoir l'air d'être en forme, c'est surtout, si jamais il y a un problème, avoir suffisamment de force pour pouvoir déjouer le problème. Typiquement, là, je suis dans un puits, je meurs, je pense. Ensuite, comment traverser Non, en vrai, on sait jamais, hein, ça peut arriver à n'importe qui. Hein. Comment traverser une rivière infestée de piranhas? Écoutez, on sait jamais, hein, on sait jamais, c'est littéralement le but de cette vidéo, hein, c'est des situations où on sait jamais. Si jamais vous vous retrouvez face à une rivière infestée de piranhas, petit 1, en cas de plaie ouverte, ne traversez pas. Si vous n'avez pas de plaie ouverte, là vous pouvez éviter la proximité des élevages de poissons, évidemment, parce que du coup les piranhas sont quand même un minimum intelligents et vont se trouver là où il y a du coup de la proie à bouffer. Et n'entrez pas dans l'eau pendant que les piranhas se nourrissent. Il y a un magnifique schéma d'un piranha. Vous ne savez pas ce que c'est. Voilà. Des petits poissons en plus, hein. C'est petit, hein, mais c'est... ça vous tue en quelques minutes. Traverser la rivière de nuit. Bon à savoir, à quelques très rares espèces près, le piranha se repose la nuit, et lorsqu'il est réveillé, a plutôt tendance à fuir. Donc, traverser la rivière de nuit, pas de jour, et traverser à la nage ou en marchant d'un pas rapide, mais calme. Bon, en soi, il précise que le piranha ne vit qu'en Amérique du Sud, mais on sait jamais hein, si vous vous retrouvez là-bas. Bon, un petit dernier. Que faire en cas d'un... Non, c'est trop glauque, je peux pas. Je pense que là c'est la limite vers la démonétisation, Marie. Jusque-là, je pense que t'étais vraiment... Oh mon dieu, ouais, non, je peux pas faire ça. Comment survivre à l'incendie de son hôtel? Chose qui peut arriver, beaucoup plus probable que tout le reste pour l'instant. Si jamais il y a un incendie dans notre hôtel. Dans un hôtel, prenez toujours une alerte incendie au sérieux. Petit 1. Touchez la poignée de votre porte de chambre avec le dos de la main. Si la poignée est brûlante, passez à l'étape 2, puis directement à l'étape 5. Sinon, suivez la procédure dans l'ordre. Ok. Partie 2. Du coup, à faire dans tous les cas. Remplissez en partie la baignoire d'eau froide. Trempez-y les serviettes, gants, draps, couvertures. Si l'eau est coupée, utilisez l'eau de la chasse des toilettes. Plaquez un gant mouillé sur la bouche et le nez et couvrez-vous la tête avec une serviette ou un drap mouillé. Ensuite, ça c'est à faire si la poignée de porte n'est pas brûlante, du coup, ouvrez la porte pour voir un petit peu l'état. Si le couloir est envahi par la fumée, baissez-vous et gagnez l'issue de secours. N'empruntez jamais l'ascenseur. Ça c'est dit et redit, mais vraiment, ne prenez pas l'ascenseur. Quoi, j'ai jamais de batterie dans mon appareil photo. Enfin, ma caméra plutôt. C'est plus le même angle. Bref, j'en étais où? Oui, si la poignée est brûlante, du coup... N'ouvrez pas la porte, restez dans la chambre, coincez des serviettes mouillées dans la fente du bas pour empêcher la fumée d'envahir la chambre. C'est vrai que, en général, ça vaut pour tout, hein, mais en cas d'incendie, les gens ont peur du feu, ce qui est vrai. Faut aussi avoir vraiment peur de la fumée, parce que la fumée, certes, ne brûle pas, mais étouffe. Essayez de joindre la réception pour vous renseigner sur la situation dans le reste de l'hôtel, si le téléphone marche toujours. Ensuite, éteignez les ventilateurs et la climatisation qui pourraient aspirer la fumée dans la chambre et entrouvrez la fenêtre. Improvisez un réseau de protection à la fenêtre avec des serviettes et des draps mouillés. On en apprend des choses, hein. Il y a même un schéma. C'est bête, hein, mais ça peut sauver des vies. Signalez votre présence au sauveteur, parce que faut pas faire les héros. Normalement, dans ce cas-là, il y aura des sauveteurs. Faut pas essayer de faire n'importe quoi. Par contre, si l'air de la chambre devient irrespirable et que les secours n'arrivent pas, essayez de défoncer la cloison donnant sur la chambre adjacente. Les placards sont les endroits les plus appropriés pour ce genre d'exercice. Parce que effectivement, défoncer un mur, je pense que ça nous est jamais arrivé, et je pense que
Si vous avez la force pour sortir du puits, à mon avis, vous avez la force pour défoncer le mur. Mais dans le doute, si vous êtes comme moi et que vous avez des bras, des moustiques à la place des bras, il y a plus de probabilité, on va dire. Si la cloison résiste, là vous commencez à vraiment être dans la merde. Allez à une fenêtre et étudiez la configuration extérieure du bâtiment. Si les chambres possèdent des balcons suffisamment rapprochés, envisagez un peu d'escalade pour atteindre un autre balcon situé au même étage. J'ai rien que de penser à la scène, j'ai le vertige. Oh mon dieu, quelle horreur. S'ils sont trop éloignés, improvisez une corde à l'aide de draps noués et descendez sur le balcon juste en dessous du vôtre. Oh my god. Et limitez-vous à un étage. N'utilisez cette option qu'en dernier recours et seulement pour tenter d'échapper à un danger imminent ou d'atteindre les sauveteurs. Comment ça, atteindre les sauveteurs? Ah! Les échelles des camions de pompiers n'atteignent que le 7e étage d'un gratte-ciel. Un détail à ne pas négliger au moment de la réservation. Ok, donc si vous êtes parano comme moi, c'est ce que je vais faire à partir de maintenant, n'allez jamais à un étage au-dessus que le 7e, du coup, quand vous réservez votre chambre d'hôtel, parce que sinon vous allez devoir faire de l'escalade sur les balcons. Chose qu'on voit dans les films, mais que jamais de la vie je prends des draps et je descends... Enfin, quand c'est vie ou de mort, oui, tu prends ton drap et t'essayes de descendre à l'étage d'en dessous, mais rien que d'y penser... je vous jure, j'ai des coups de vertige, c'est terrible. Bon, ça fait 40 minutes que je suis en train de lire ça. Eh, franchement, est-ce que vous avez appris des trucs? Je vous ai pas vraiment parlé des détails. Il y a plein d'autres choses, genre vraiment, il y a plein d'autres choses, genre comment arrêter un train, comment s'échapper d'une voiture en équilibre en bord d'une falaise, comment se libérer de liens de terrorisme. Enfin, il y a plein de trucs, mais en fait, il y en a où ça prend plusieurs pages à expliquer et c'est super technique. Genre, il y a un truc pour comment amérir en catastrophe. Comment conduire un avion, tu vois, mais du coup il y a plein de schémas et genre vraiment ils apprennent, genre ils vous apprennent ce que c'est un avion et comment le piloter. Du coup genre c'est super intéressant, mais j'ai essayé de vous expliquer un peu les plus simples et explicables sans commencer à vous faire des schémas dans tous les sens. Mais j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses grâce à cette vidéo qui pourront potentiellement vous être utiles, hein, je sais jamais. Moi je sais que je trouve ce genre de choses utiles. J'avais vu une vidéo sur YouTube il y a quelques mois d'une personne qui avait fait une animation de comment faire au cas où son parachute ne s'ouvre pas. Et c'est con, hein, ça n'arrivera jamais, je ne sauterai jamais en parachute, mais si jamais je saute un jour en parachute, et si jamais mon parachute ne s'ouvre pas, comme ça je serai préparée, et du coup, voilà, peut-être que j'ai réussi à vous préparer à certaines situations, on sait jamais, hein. Je vous mettrai quand même la référence du livre dans la description, c'est absolument pas sponsor, je suis tombée dessus complètement au pif, et puis vous me connaissez, hein, je suis sponsor par rien, personne ne m'aide. Peut-être qu'un jour j'aurai des sponsors, ce serait incroyable, mais pour l'instant c'est juste que je suis tombée dessus au hasard, du coup je vous partage quand même si jamais vous voulez savoir un petit peu tout et que vous êtes totalement parano comme moi. Sinon voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, considérez peut-être de vous abonner à la chaîne, moi-même, de moi-même, voilà, je m'appelle Marie, enchantée, et considérez peut-être de liker la vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Santé!